Bien, maintenant nous allons voir la deuxième partie du chapitre 3 qui concerne les politiques économiques. Donc là nous sommes à la partie 3, l'évolution du rôle de l'État dans un cadre européen. Donc l'Union européenne, sa construction s'est réalisée en plusieurs étapes autour d'objectifs d'intégration des marchés et d'harmonisation des politiques des pays membres. Donc cette intégration a abouti à la création de vastes marchés européens et à la mise en place de politiques supranationales. Ainsi, certaines compétences relèvent exclusivement de l'Union européenne, qui est la seule à pouvoir adopter des décisions contraignantes dans ces domaines. C'est notamment le cas de la politique monétaire que nous avons vu précédemment, mais aussi de la politique de la concurrence. Donc l'appartenance à l'Union européenne a entraîné une diminution de la souveraineté nationale des États. Ainsi, depuis la mise en place de l'euro, la politique monétaire n'est plus du ressort des États, mais uniquement du ressort de la Banque centrale européenne, qui est une autorité indépendante des pouvoirs publics nationaux. Par contre, la politique budgétaire reste de la responsabilité des États membres, mais leur marge de manœuvre est limitée par le pacte de stabilité et de croissance, le PSC, adopté en 1997. En effet, ce pacte précise que les déficits budgétaires des États membres ne doivent pas dépasser 6% du PIB. De même, leur dette doit être inférieure à 60% de leur PIB. Donc ces contraintes traduisent la nécessaire coopération entre les pays membres pour assurer la stabilité économique de la zone euro. Mais la contrepartie, c'est que ces contraintes réduisent les marges de manœuvre budgétaires des gouvernements des États membres qui sont contraints de respecter ces limites. Donc, à côté de ça, les objectifs des politiques structurelles sont fixés au niveau européen. Donc, nous allons voir maintenant les politiques structurelles dans le cadre européen. Alors, en mars 2010, la Commission européenne a présenté une stratégie sur 10 ans, la stratégie Europe 2020, destinée à relancer l'économie européenne. Cette stratégie est axée sur l'amélioration de la situation de l'emploi et du niveau d'éducation, le développement de l'innovation, la lutte contre l'exclusion, le réchauffement climatique, et elle s'appuie sur une plus grande coordination entre les politiques nationales et européennes. Ainsi, chaque pays présente ses objectifs nationaux qui tiennent compte de sa situation propre dans un programme national de réforme PNR qui est remis chaque année en avril à la Commission européenne. Et la Commission européenne suit les progrès accomplis par chaque pays et avertit les gouvernements qui ne prennent pas les mesures appropriées. Donc, il y a 4 grands axes de politique structurelle. Donc, il y a l'emploi, la concurrence, l'environnement et l'innovation. Donc, en matière d'emploi, l'objectif fixé par la stratégie Europe 2020 est de parvenir à un taux d'emploi de 75% de la population âgée de 20 à 64 ans. Donc, pour entrer dans ce cadre-là, la France a mis en œuvre la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage en France. Cette réforme s'est déroulée en septembre 2018 et elle modifie le système de formation professionnelle et d'apprentissage afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à l'emploi de manière durable. Donc on est parti du postulat qu'il y avait une inadaptation entre les offres d'emploi et la formation des personnes à la recherche d'un emploi. D'où la mise en place d'une réforme de la formation professionnelle pour qu'il y ait une meilleure adéquation entre les besoins en compétences exprimés par les entreprises et les compétences développées par les personnes en recherche d'emploi. Bien. Maintenant, ce qui concerne la concurrence. Donc, la politique européenne de la concurrence, cette mission est dévolue à la Commission européenne. Mais au niveau national, c'est l'autorité de la concurrence qui assure ce rôle. L'objectif est d'assurer le bon fonctionnement des marchés afin de garantir une concurrence libre, loyale et non faussée. Effectivement, comme on l'a vu plus précédemment, la concurrence libre permet aux consommateurs d'avoir des produits au juste prix. Elle permet également de favoriser l'intégration de l'innovation par les entreprises.
Donc en fait, la concurrence permet le meilleur fonctionnement, un fonctionnement optimal des marchés. Maintenant, la politique européenne de la concurrence suit 4 grands axes. Donc le contrôle des ententes, c'est-à-dire que, par exemple, que les producteurs ne doivent pas s'entendre pour fixer un prix plancher pour leurs produits. Ensuite, il y a l'interdiction des abus de position dominante. Il y a également le contrôle des concentrations d'entreprises, mais aussi le suivi des aides accordées par les États aux entreprises. Maintenant, en ce qui concerne la politique de l'environnement, les principaux axes de la politique européenne de l'environnement sont la lutte contre les pollutions de l'air et de l'eau, la prévention des risques majeurs, la protection de la nature et de la biodiversité. Alors, ne pas oublier que le changement climatique est au cœur de la politique européenne à travers le projet de pacte vert, c'est-à-dire le Green Deal. Ce pacte vert dessine les grandes lignes directrices de la politique climatique européenne avec un objectif de neutralité en carbone d'ici 2050. Cela implique la réduction de 80 à 95% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport à leur niveau de 1990. Et cela permet d'apporter sa contribution à la limitation du réchauffement global à moins de 2 degrés Celsius. Donc, les États membres poursuivent ces objectifs en mettant en œuvre des mesures au niveau national. Bon, en ce qui concerne la France, elle se rapproche, sans encore les atteindre, des objectifs européens en termes d'efficacité énergétique. Elle mène une politique de transition énergétique qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport au niveau de 1990 et à améliorer l'efficacité énergétique. Et enfin, sa politique vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans les énergies qui sont consommées en France. Bien. Maintenant, nous allons voir la politique de l'innovation. La stratégie Europe 2020 demande aux États membres d'investir 3% de leur PIB dans la recherche et le développement pour favoriser une croissance durable et intelligente. En France, diverses mesures ont été prises pour inciter à l'innovation. Le crédit d'impôt recherche, CIR par exemple, permet aux entreprises de réduire de leurs impôts une partie de leurs dépenses en recherche et développement. Bien. Nous sommes arrivés donc au bout de ce cours. Donc là, je vous ai proposé une petite vision d'ensemble des différentes politiques économiques qui sont mises en œuvre par les États. Donc, d'un côté, les politiques structurelles qui s'insèrent à moyen et long terme, d'accord, et dont l'objectif est la croissance à long terme par l'amélioration du fonctionnement des marchés et la compétitivité. Cela s'exprime donc dans le cadre européen, avec des compétences exclusives du cadre européen et la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. Et au niveau national, il s'agit des politiques de l'emploi, de l'innovation, de l'éducation et de l'aménagement du territoire. Maintenant, en ce qui concerne les politiques conjoncturelles, ce sont des politiques dont l'objectif est à court terme et il s'agit de rétablir les grands équilibres économiques, à savoir croissance, emploi, stabilité des prix, etc. Donc, ce sont des politiques qui sont dites contracycliques, qui sont de relance ou de rigueur. Ces politiques sont souvent des politiques budgétaires, c'est-à-dire que l'action passe à travers le budget de l'État. Donc, il s'agit de politiques de demande où on soutient la consommation et l'investissement, ou alors des politiques d'offres qui s'expriment en faveur des entreprises. Donc, ce chapitre est terminé. Je vous remercie de votre attention.